C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à Canal M. Au sommaire aujourd'hui, parler d'identité et d'expression de genre aux mineurs malgré l'adversité et la haine actuelle. Parler de nos luttes, un devoir de mémoire malgré cette même controverse. Et puis parler de chemsex, plus nécessaire et peu importe le contexte. Parler de littérature tout simplement parce que ça fait du bien. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission et balado qui fait beaucoup de bien. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Mais on aborde un sujet ultra controversé en ouverture. Puis je dis ultra controversé, c'est pas de notre faute. On va parler d'identité ou d'expression de genre, et particulièrement chez les mineurs. Il faut vraiment avoir eu la tête complètement enfouie dans le sable pour ne pas avoir été... ou avoir été enlevé par des extraterrestres, je devrais dire, pour ne pas avoir vu ce qui s'est passé depuis quelques mois, la montée de la haine envers les personnes trans ou non-binaires. Certains et certaines diraient que que ce sont les personnes anti-mesures sanitaires de la COVID-19 qui se sont trouvées un autre os à gruger. Or, l'Association professionnelle mondiale pour la santé pour les personnes transgenres, un organisme qui réunit des experts et des experts du monde entier, a publié pour la première fois un chapitre complet de son guide des meilleures pratiques consacrées aux adolescents. Alors, pour parler de tout ça, je reçois Annie Poulin-Sans-Façon. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences sociales et en travail social de l'Université de Montfort, ça c'est au Royaume-Uni, quand même pas rien. Elle était anciennement titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles de l'Université de Montréal, où elle est encore professeure anciennement. Oui, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, je pourrais annoncer bientôt, mais on va continuer avec les recherches. C'est bon. Donc, on ne peut pas en parler de cette nouvelle chose, mais on le sait. Alors, bienvenue à l'émission, Annie. Merci. On utilise les pronoms « elle » avec toi. Voilà. Donc, commençons par le début. Ces questions d'identité de genre, c'est-tu un nouveau phénomène, ça? Non, c'est pas un nouveau phénomène. En fait, ça existe, ça a toujours existé. La diversité de genre, c'est comme tout autre type de diversité. Il y a des gens qui écrivent avec la main droite, il y a des gens qui écrivent avec la main gauche, il y a des personnes trans, il y a des personnes cisgenres. Donc, ça a toujours existé. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on en parle peut-être un petit peu plus. Fait que c'est un phénomène qui est plus populaire, qui attire plus les médias, mais ça l'a toujours été là, en fait. On sait que les gens de la diversité de genre ont toujours existé à travers les époques et les cultures, par exemple. Les anthropologues vont nous montrer qu'on avait des personnes two-spirit. Bispirituelles. Oui, bispirituelles, excusez l'anglicisme. Oui, c'est correct. Je cherchais, en fait, je voyais 2 S, je me disais, mais c'est vrai qu'en français, on dit plus bispirituel, mais des gens dans des communautés autochtones. Pas toutes les communautés autochtones le reconnaissent, mais plusieurs communautés autochtones avaient des personnes qui étaient des gens qui sortaient un peu là, de la division sociale homme-femme. C'est des gens souvent qui avaient des rôles sociaux importants. Et c'était bien vu, ces personnes-là. C'était bien vu, ces personnes-là. Et dans plusieurs sociétés, et encore aujourd'hui, il y a des sociétés qui vont avoir différents genres. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est juste que dans notre société occidentale, on est plus... on est porté à aller de façon binaire. Les choses sont organisées ainsi. On parle d'hommes, on parle de filles. Donc, quand on ne rentre pas dans cette case-là, ça pose des questions. Mais c'est absolument normal. Ça répond un peu à la question qui s'en venait. Donc, comment est-ce qu'on définit ça, les personnes trans, personnes non-binaires? Bon, alors je vais commencer par une personne cis, en fait. Oui, ça va aider aux gens. Avec ça. Voilà, oui, d'accord. Donc, une personne cis, c'est une personne, quand on a un enfant, le médecin, la personne qui accouche, la personne accoucheuse va venir assigner un sexe à la naissance. Et ce sexe-là va se retrouver sur les documents d'identité d'une personne, ensuite de ça sur permis de conduire. Mais bon, on pense à l'acte de naissance. Donc, une personne cis, c'est une personne qui s'identifie, qui a une identité de genre, qui s'identifie de manière congruente avec le sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Donc, moi, je suis une personne cisgenre. Donc, voilà. Les personnes trans, c'est des personnes qui, en fait, vont avoir une assignation à la naissance, mais dont leur identité, en fait, va être différente de ce qu'on s'attend, en fait, pour ce sexe assigné à la naissance-là. Donc, on pourrait avoir une personne, par exemple, assignée garçon à la naissance qui s'identifie comme une fille. Ça, c'est un modèle très, très binaire, mais là, on a aussi des personnes qui sont non-binaires, c'est-à-dire qui vont s'identifier autrement que homme-femme, pourraient s'identifier les deux, ça pourrait être fluide, ça peut changer dans le temps, etc.
Et ça amène quelque chose dans notre société parce que quand on n'est pas congruent, j'aime bien ce mot-là, on est venu au monde d'une certaine façon, puis notre identité n'est pas congruente avec cette façon-là qu'on est. Quand ça ne fonctionne pas, on appelle ça la dysphorie de genre, c'est ça? Bien, en fait, non. On pourrait avoir une incongruence de genre, Oui. mais ne pas avoir un sentiment de dysphorie. OK. Oui, c'est vrai. Oui, Parce donc, que la personne pourrait vivre dans un environnement ouvert dans lequel elle se sent bien, puis elle évolue normalement. ouais. En fait, la dysphorie, c'est un diagnostic qui va parler de cette incongruence-là, mais il faut que l'incongruence, elle apporte, un sentiment de mal-être. Donc, il va avoir des conséquences négatives sur la personne. Si la personne pourrait s'identifier comme un genre, avoir un sexe assigné autre, mais ne pas sentir un sentiment de malaise profond au niveau là, de son corps. Donc, ça pourrait ne pas amener de détresse, finalement. Donc, la dysphorie de genre, c'est vraiment... Maintenant, en fait, l'Organisme mondial de la santé parle plus d'incongruence de genre, qui nous emmène encore plus loin au niveau de la dépathologisation, ce qui est bien. Mais c'est ça. Donc, il y a des gens qui vont pas vivre de dysphorie de genre, mais au contraire, si quelqu'un les appelle par le bon pronom, ils vont avoir une euphorie de genre. Donc, ils vont se sentir bien. Fait qu'on n'a pas besoin tout le temps de se sentir pas bien pour savoir que notre identité n'est pas nécessairement congruente avec notre sexe assigné. De là, l'importance à cette émission, on demande toujours aux gens quel pronom on utilise. Je le dis toujours, c'est pour ça. C'est très important. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est quoi l'importance ou c'est un gros phénomène? Je sais qu'on a dit que ça existait depuis toujours, mais présentement, là, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut dénombrer, avoir une idée? Bien, c'est difficile parce qu'en fait, comment on dénombre, qui on dénombre? Le recensement canadien, le dernier recensement canadien avait une question pour essayer de dénombrer. On parle de 0,78% à peu près, des personnes âgées de moins de 25 ans. Je pense, citez-moi pas sur le 25, je pense que c'est ça. Ouais. Mais en fait, il faut faire attention parce que ce chiffre-là est très, très bas comparativement à ce qu'on a dans les recherches. Et surtout que c'est les parents qui remplissent le ça, recensement. Exactement. Ouais. Donc, il y a un problème au niveau aussi de la façon que la question est posée. Mais quand on regarde les revues systématiques, là, donc les études des études à travers le monde, on parle d'environ 2,1% des personnes... les jeunes, en fait, qui pourraient s'identifier, là, ça pourrait aller jusqu'à 2,7%, en fait, des jeunes qui s'identifient comme trans et non-binaires. Puis si on va des gens qui sont de la diversité de genre, ça peut monter jusqu'à près de 8%. Oui, c'est un peu ce que disait aussi Michel Doré dans plusieurs conférences qu'il a données. Michel Doré, qui est aussi une personne qui est en sciences sociales, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'identité. Sociologue, merci, sociologue, voilà. Alors, je vais rentrer dans toi ce que tu fais. Au-delà du médical, c'est quelque chose dont on reparlera la semaine prochaine. Toi, tu recommandes quoi? Tu as une maman ou un papa ou les deux qui viennent chez toi puis, ou que tu rencontres ou qui va consulter puis qui dit « Je fais quoi avec mon enfant? » Oui. Ben moi, je ne fais pas de clinique, en fait. Tu ne fais pas de clinique, mais c'est dans tes recommandations parce que tu fais beaucoup de recherches là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, on mène plusieurs projets pour essayer de comprendre qu'est-ce qui favorise le bien-être des jeunes, puis on lit aussi sur les recherches que les autres font. Je dirais que le soutien, c'est vraiment un aspect qui est très, très important. Donc, quand un parent a un enfant qui affirme une identité de genre, il faut savoir que cette réalisation-là pour l'enfant, ce n'est pas quelque chose qui est probablement récent. On peut se dire que c'est quelque chose qui dure depuis probablement longtemps et ça l'a pris tout le petit courage de cet enfant-là pour l'affirmer à son parent. Donc, la meilleure chose que le parent peut faire, c'est d'accueillir cette affirmation de genre-là vraiment avec de l'amour puis avec de l'acceptation. Ça va vraiment beaucoup aider. En fait, on voit des différences au niveau là, du lien familial, comment l'enfant se sent au niveau du sentiment d'appartenance avec ses parents, comment il se sent accueilli par ses parents, puis l'impact sur le taux de suicide. Donc, un parent qui veut bien soutenir son enfant, c'est vraiment de l'accueillir, d'être là pour cet enfant-là, et puis pas de questionner l'identité de genre, en fait, parce que c'est seulement la personne qui peut définir qui elle est. Donc, c'est d'accueillir l'enfant en disant « Quoi, peu importe qui tu es, moi, je vais toujours t'aimer. » Donc, tu n'as pas besoin de te mettre dans une boîte. Je t'aime comme tu es. Je suis contente que tu me dises que tu as cette identité de genre-là. Et puis, moi, je t'accompagne, peu importe qu'est-ce que cette identité de genre, comment cette identité de genre va évoluer. Dans le contexte qu'on connaît présentement, il y a beaucoup de gens qui remettent tout ça en question. Puis de toute façon, les enfants, on le sait, à l'adolescence, ils aiment bien être rebelles, puis se définir à l'envers des adultes. Et là, présentement, ils ont décidé que c'était le genre ou l'identité de genre qui jouait.
On répond quoi à ça? Bien, l'identité de genre, ça se développe très tôt. Hein. Vers l'âge de 2-3 ans, un enfant est capable de réaliser en fait son identité de genre. C'est vraiment facile pour un enfant cisgenre parce que tout le monde lui dit « t'es ça », puis l'enfant sent qu'il est ça. Donc, il y a une cohérence là. Chez les enfants trans, des fois, ça peut aller plus tard. Il y en a qui le savent très tôt, qui le disent très tôt. Il y en a qui le savent très tôt, qui le diront pas avant l'adolescence. Puis il y en a qui vont le réaliser plus à l'adolescence. L'adolescence, c'est certain que c'est une période qui va emmener des questionnements identitaires. Hein. C'est une période où est-ce qu'on se développe, on a notre niveau d'autonomie face à nos parents, etc. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment encore beaucoup de contraintes, de transphobie, de haine, de violence envers les personnes de la diversité de genre. Donc, c'est pas quelque chose qu'un enfant va faire à la légère. Donc, il y a probablement réellement un questionnement par rapport à cette identité de genre-là. Donc, c'est important, en fait, d'accompagner cet enfant-là et pas aller plus vite que l'enfant, pas aller moins vite que l'enfant. Donc, vraiment le suivre, mais surtout le croire. Oui. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Le phénomène de la détransition ou de la retransition, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer aussi dans tout ça? Oui, mais pas, je dirais, pas comme étant quelque chose qui devrait prévenir la transition. Mm-hmm. Donc, je dirais aux parents qui écoutent, oui, peut-être que vous avez lu des choses sur la détransition. On mène des recherches sur les jeunes qui détransitionnent. On mène des recherches aussi sur la manière dont c'est discuté dans les médias. On voit une grosse différence entre ce qui est discuté dans les médias puis le vécu de ces jeunes-là. Les jeunes qui décident de discontinuer une transition ou de détransitionner, bien, ce sont des jeunes qui vont le faire pour plusieurs raisons. Et parfois, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne convenait pas, l'identité. Mais parfois, ils vont dire, bien, en fait, j'avais besoin de passer par là pour être capable de m'identifier comme je suis aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont retourner à un sexe assigné à la naissance en termes d'identité. Il y a des gens qui ne vont pas, qui vont poursuivre avec une identité qui va être fluide, non-binaire, à genre. Donc, puis je pense que le morceau clé ici, là, c'est qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Donc, si on met des barrières pour que le jeune, en fait, ne passe pas à travers une transition, ce qui va se passer, c'est que le jeune va essayer d'adopter un discours. Il va essayer de nous dire, en fait, ce qu'on veut entendre. Ouais. Fait que ça ne laisse pas l'espace à l'exploration et c'est ça qui est important. J'ai une petite minute qui reste à cette entrevue, Annie, puis je ne peux pas passer sous silence le contexte actuel. Est-ce que tu as des inquiétudes? Comment tu vois ça? Je suis très, très inquiète, en fait, parce que, puis j'espère que ça ne va pas s'en venir jusqu'au Canada par rapport à tout, là, mais je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Il y a plusieurs États maintenant qui ont interdit, en fait, l'accès aux soins d'affirmation de genre médicaux. Ça, c'est extrêmement mal avisé parce que la recherche nous montre que ça a des impacts énormes, positifs sur le bien-être des jeunes. Donc, ça, c'est très, très inquiétant parce qu'on va à l'encontre de la science. Et ce qui se passe ici par rapport aux manifestations, bien, je dirais aux gens, tu sais, essayez de comprendre que ça a toujours existé, puis que peut-être qu'on en parle plus, peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être que c'est quelque chose que vous devez apprendre un petit peu, mais ce n'est pas en manifestant que ces personnes-là vont disparaître. Elles ont toujours été là, elles ont quelque chose d'extraordinairement positif à contribuer, puis il faut être là pour accueillir tout ça. Annie Poilâne-Sans-Façon, c'est toujours un plaisir de te jaser. Nous, on se connaît de longue date, mais c'était ta première fois à cette émission-ci. Oui. Alors, Annie Poilâne-Sans-Façon, anciennement titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles de l'Université de Montréal. Elle est encore professeure. Oui. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi. En bref, Alors que l'humanité se réunit pour célébrer le mois des fiertés, l'ONU-SIDA affiche sa solidarité envers les communautés queer du monde entier. Nous pouvons parvenir à éradiquer le sida. Cependant, des écueils se dressent sur notre chemin, affirme l'agence onusienne, citant la discrimination, la violence et la stigmatisation à l'encontre des personnes de nos communautés qui perdurent dans de nombreuses régions du monde, limitant l'accès à des services anti-VIH essentiels, y compris la prévention, le traitement, les soins et la prise en charge. La criminalisation des relations entre personnes de même sexe reste un obstacle important pour que les personnes de LGBTQIA+, jouissent aussi de la justice sociale et de l'égalité et pour garantir la santé universelle. Les lois qui criminalisent les rapports sexuels consensuels entre personnes de même sexe alimentent la stigmatisation et contribuent à la violence et à la discrimination et entravent l'accès à des services de santé vitaux. Source, Fugue. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. C'est le mois des fiertés dans la plupart des pays du monde, des pays où on peut le faire sans trop se faire taper dessus. Au Québec, c'est plus en nous que ça se passe. Mais bon, la fierté n'est pas limitée à un seul mois.
Moment de célébration et de parties, mais c'est aussi parce qu'on tend à oublier là, qu'au-delà des paillettes, de la musique pop et de la danse, il y a un mouvement. Nous ne sommes pas arrivés où nous sommes ici, c'est pas arrivé facilement. Il y a eu toute une histoire de lutte. Didier Reynaud est entrepreneur engagé qui aime donc parler de transition sociale, écologique, de droits humains et c'est aussi un militant artiste. On le retrouve à Paris. Bonjour, bienvenue à l'émission. Plutôt bonsoir chez vous, bienvenue à l'émission, Didier. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Denis Martin et Bon, toute l'équipe. oui, alors quel pronom on Vous utilise? m'entendez bien? Oui, très bien. Quel pronom on utilise avec toi? Il. D'accord. Alors, justement, c'est quelque chose qui te tient à cœur, cette histoire dans laquelle nous avons tous été pour faire avancer les droits de nos communautés. Et tu voulais faire quelque chose et c'est devenu une exposition, c'est ça? Exactement, oui. J'ai lancé depuis peu une exposition qui retrace les mois précédant l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe en France. Et effectivement, je voulais faire quelque chose et je suis assez content de pouvoir vous présenter cette exposition virtuelle qui est gratuite et qui, j'espère, aussi inspirera outre-Atlantique, comme on dit. Oui, on va essayer de ne pas oublier de donner le lien pour aller voir ce site d'ici la fin de l'entrevue. Mais alors, comment t'es venue cette idée-là? Comment tu t'y es pris pour amener cette exposition virtuelle? Oui, alors du coup, je vais citer tout de suite le site, c'est sur conseil-équitable.com. Et cette idée m'est venue parce qu'en fait, il y a 10 ans, quand il y a eu l'ouverture, enfin le projet de loi en France, j'avais lancé un produit en fait qui militait pour le mariage pour tous, mais un produit qui était aussi équitable et bio. C'était un rhum qui était fait donc avec une coopérative qui s'appelle Éthicable, avec un artiste qui s'appelle Dugudus, qui était d'ailleurs à Montréal il y a peu, qui est Mhm. un artiste militant dans la sérigraphie. Et donc, cette idée initiale était très, très intéressante puisque ça avait apporté beaucoup de choses. Ça permettait de parler d'homosexualité, du monde LGBT dans le milieu écolo, dans le milieu équitable, et puis et vice-versa, puisque, comme vous l'avez compris, j'ai un profil à la fois dans l'écologie, la transition sociale et les droits humains. Et donc voilà, donc ça c'était il y a 10 ans. Et puis, comme je savais que les 10 ans approchaient, je voulais peut-être recréer quelque chose parce que je sens que c'est toujours important non seulement de sensibiliser, mais aussi de montrer, d'éduquer de chacun à notre niveau. Je pense qu'on peut faire quelque chose, surtout, vous le disiez juste avant, face à la montée des LGBTQI plus phobie. Et donc voilà, donc quelques semaines avant la date anniversaire en France, voilà, je revenais de chez des amis et j'avais un projet qui était déjà un peu tombé à l'eau. Et je me suis dit, bah finalement, il y a 10 ans, j'avais fait plein de photos. Et puis, il faudrait que je m'y replonge dedans parce qu'il y en avait peut-être qui valaient la peine. Et voilà, et je m'étais dit, je vais faire un post, en fait, tout simplement. Et puis, voilà, subitement, je me suis dit, tiens, peut-être qu'une galerie virtuelle en ligne existe. Ça doit être, si ça existe, en tout cas, c'est génial à l'heure du métaverse, du dataverse. Et puis, ça existe. Et puis, c'était facile à faire. Et du coup, je me suis lancé un peu complètement, en fait, dans ce projet, sur mon temps libre. Et voilà, et donc tout s'est mis en route. J'ai découvert que non seulement on pouvait afficher les photos, mais on pouvait donc les accompagner de textes, évidemment. Donc je me suis mis à écrire des textes, à faire des recherches un peu plus pour reprendre tout l'historique en fait de ces mois, parce que au Québec, vous aviez sans doute suivi, mais ça a été très compliqué en France. Et puis voilà, je l'ai accompagné d'audio, d'extraits de discours, et puis voilà, puis j'ai trouvé des partenaires, et puis je vais vous en dire plus après. Oui, ben j'allais faire un commentaire. Donc, d'abord, le fait que c'était facile, là, Didier, tu viens de tout défaire. Je pensais que ça avait été très long et très complexe. Alors là, on vient de défaire une de mes idées préconçues, là. Mais cela dit, Ah, effectivement, nous, c'était quand même pas facile à faire, mais on a regardé le débat en France du Québec de notre point de vue et on était éberlués que le pays qui nous avait quand même
donner les droits de l'homme, à l'époque on dit les droits de l'homme, les droits de la personne, avaient Mm. autant de difficultés à aller avec quelque chose d'aussi simple que le mariage pour tous. Ça nous a étonnés. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'était très surprenant pour nous aussi. On pensait que ça passerait, je sais pas si l'expression existe au Québec, mais comme une lettre à la poste. Oui, on dit la même Et puis chose, oui. finalement, non. Ou comme du beurre dans la poêle, on va laisser tomber les expressions. Ah, ok. Ah, écoute, justement, tu as glissé un mot sur le contexte actuel. Il semble qu'on a une recrudescence de la haine versus nos communautés. Je pense que c'est encore pire pour les personnes de la diversité des affirmations et expressions de genre. Euh, Est-ce que ça a eu une influence sur pourquoi tu as décidé de faire ça et comment tu t'y es pris? Alors, ça a effectivement eu une influence parce que, en fait, déjà, on vit toujours des moments dans notre vie où on est confronté à la discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ça a renforcé, en fait, mon envie de faire cette exposition et d'amener le plus d'informations possible, de l'adresser pas que à la communauté, mais de l'adresser aussi aux alliés ou aux proches, aux proches des LGBT, parce que je pense qu'il y a aussi des fois un terreau un peu d'homophobie, d'LGBTophobie aussi, parfois, pas très loin de nous. Donc je me suis dit que c'était intéressant voilà, de revisiter un peu cette page d'histoire et d'y amener un peu des messages pour montrer en fait ce qu'on a vécu, parce que même si nos proches ils étaient là pendant cette période, c'était quand même très compliqué à vivre. Et puis en plus, alors on s'apprêtait, c'est le titre d'une des photos, à devenir citoyen à part entière en fait. Oui, Hein. tout à fait. Et après, ça c'était sur la conception. Après, j'ai surtout été très choqué des derniers actes LGBT-phobes qui ont eu lieu là ces dernières semaines en France, jusqu'à encore aujourd'hui, ou jusqu'à hier, il y a encore un centre à Perpignan qui a été un centre LGBT qui a été où on a arraché, on l'a tagué, je crois. Puis la semaine d'avant, c'était celui de Tours où on a carrément jeté une bouteille explosive à l'intérieur. Et puis surtout, au début de l'année, il faut pas l'oublier, il y a quand même eu ce suicide de ce jeune Lucas, Mhm. harcelé à l'école, et ça, voilà, ses parents en plus en avaient parlé. Donc il y a eu quand même il y a eu beaucoup de, ça aurait pu être évité. Encore comme de toute façon, tous les suicides pourraient être évités quand ils sont liés Oui, surtout pour à du ça. harcèlement. Le, Harcèlement le temps file, je vais t'amener quand même à parler de comment tu as financé, parce que je veux bien là, que il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mais il y a quand même des frais à tout ça. Comment tu finances cette expo? Parce qu'elle est gratuite, hein. Les gens qui veulent aller la voir, ça ne coûte rien, là. Ah oui, elle est entièrement gratuite, et elle a juste nécessité que j'améliore la bande passante sur mon site internet. Mhm. Voilà. Et comment je la finance? En fait, je la fais sur mon temps libre. La seule chose que j'ai fait, c'est de créer des produits éco-responsables, en fait, des petits souvenirs, parce que je trouve que c'est toujours intéressant quand on va voir une exposition, voilà, de éventuellement se procurer des petits souvenirs Des de l'expo. J'ai porte-clés, voulu les oui, faire oui. porte-clés, des petites cartes postales, etc. Voilà, j'en ai là. Bon, les auditeurs et auditrices le verront pas, mais Mais voilà, moi, je le vois, c'est ça ressemble super à beau. ça. C'est assez intéressant. Les gens Et se doutent pas, mais on travaille avec la visioconférence. C'est ce qui me permet de voir la personne à l'autre bout du monde. C'est un peu génial, tout ça. Donc, et c'est c'est des chouette. produits Et éco-responsables qui sont faits localement avec c'est des des produits produits. éco-responsables, et donc une partie de la vente de ces produits, globalement, c'est une opération blanche, hein, c'est pas l'idée de s'enrichir. Il y a une partie des bénéfices qui reviendront à une association qui s'appelle Mémoire minoritaire, et qui elle-même a créé un projet qui s'appelle Big Tata, qui est un projet numérique innovant qui est Alors, au Big service Tata, juste pour te traduire, nous, on dirait gros tata, donc ça fait à peu près Voilà, Alors, c'est Big ça. Tata, oui. Et donc ça, c'est un projet qui a pour objectif de mettre
enfin de préserver, de transmettre et de mettre en relation différents collectifs, centres d'archives LGBTQIA+, sur la planète, y compris à Montréal, mais aussi en France. Évidemment, c'est un projet qui a démarré en France. Et il y a une autre partie des bénéfices, si des produits souvenirs, si les souvenirs sont vendus, qui me serviront aussi, parce que je veux montrer l'exemple, qui serviront à financer une partie, en tout cas, de la compensation carbone de cette exposition, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout projet doit être Carboneutre. Ouais. socialement et écologiquement responsable. Et puis, éventuellement, s'il reste un peu des bénéfices, ça me permettra de financer aussi une partie de la correction de l'écriture d'un roman sur le futur dont le protagoniste est gay et pour lequel, cher Denis Martin, je te demanderai sans doute des conseils a posteriori. Oui, ben oui, parce que les gens le savent ici, je suis aussi auteur et écrivain. Je terminerai là-dessus, il me reste une petite minute. Ta structure s'appelle le Conseil équitable. C'est pourquoi? Conseil équitable, ouais. Ouais. Alors, équitable déjà parce que j'aime beaucoup ce mot, parce que c'est un mot qui signifie qui signifie une justice, voilà, qui est une vraie symbolique de la justice, mais de la vraie justice, pas de la justice égalitariste, mais celle qui donne plus à ceux qui ont moins et pas qui égalise tout le monde. Et puis, parce que je suis passionné, en fait, par le commerce équitable depuis que j'ai 18 ans et parce que je crois au potentiel transformateur du commerce équitable sur notre société. Et d'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais venu à un moment donné à Montréal dans une coopérative qui s'appelle Fibre Éthique, que je cite. Elle n'existe plus malheureusement, mais voilà, je sais que sur la thématique de l'équitable, vous êtes aussi très fort. On rappelle rapidement le lien pour aller voir Alors, l'exposition. le lien pour aller voir l'exposition, il suffit d'écrire www.conseil-équitable.com. Et vous aurez accès à cette exposition en ligne, soit à travers le site, soit en allant directement sur l'application ArtSteps qui vous permettra de visiter cette exposition. Alors, Didier Reynaud, entrepreneur engagé en transition sociale, écologique et droits humains et militant artiste, merci d'avoir été à l'émission. Merci à vous pour votre accueil et bonjour à tout le monde. Alors, après la pause, on va parler de chemsex, une balado-diffusion qui parle de chemsex et avec des gens qui ont vécu cette expérience-là. Puis on va parler de littérature, 2 titres, La Renaissance de l'interlope et Grammaire pour un français inclusif. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une balado-diffusion qui s'appelle Chemstory, pour parler de chemsex. C'est un sujet dont on parle beaucoup à l'émission depuis un bout. On revient là-dessus aujourd'hui. Et on va terminer en beauté avec Brahun Saint-Louis. C'est pas parce qu'il est beau, mais ça va faire pareil. On va parler de la Renaissance de l'interlope et de la grammaire pour un français inclusif. L'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Le chemsex. On en a parlé à plusieurs reprises à cette émission et balado. C'est un phénomène mondial. Ça n'affecte pas seulement que le Canada, c'est partout. Et ça n'affecte pas non plus seulement que nos communautés, mais ça l'affecte particulièrement. C'est quoi? Là, je vais faire une définition, mais on va demander à la personne de le définir peut-être mieux que ça, mais c'est l'utilisation de drogue lors de relations sexuelles. Alors, la drogue, c'est chimique. Alors, une nouvelle balado vient d'apparaître sur les plateformes de téléchargement, Chemstory. Écoute, Chemstory, j'en ai écouté 5 épisodes jusqu'à maintenant. C'est vraiment fascinant. Et pour en parler, Olivier Ferlat, il est chercheur principal du projet Chemstory. Il est également professeur à l'Université
à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur au Centre de recherche en santé publique. Wow, c'est toutes sortes de titres. Bienvenue à l'émission, Olivier. Merci bien. Là, j'ai utilisé les pronoms « il », c'est adéquat? C'est adéquat, merci. Parfait. Alors, le chemsex, j'en ai parlé un peu, mais c'est quoi? Oui, bien en fait, vous l'avez très bien défini, c'est l'utilisation de certaines substances dans le but d'avoir des rapports sexuels, d'intensifier l'expérience et aussi de prolonger l'expérience. Habituellement, ça fait référence à certaines drogues spécifiques, dont le cristal meth, le GHB, la cocaïne, l'ecstasy, la kétamine. Donc, on parle principalement de ces substances-là. Puis le mot naît de l'Europe. C'est pour définir un peu l'utilisation de ces substances-là dans un contexte, surtout des communautés gays. Ben justement, je suis certain qu'il va écouter. Là, Jean-Luc Romero à Paris a perdu son conjoint justement lors d'une overdose, lors d'un événement où il y avait du chemsex. Et c'est quelque chose dont il parle beaucoup. C'est un élu municipal à Paris. Alors, ça touche beaucoup nos communautés. On n'a pas des super bonnes données au Canada ou même à Montréal. Donc, les estimés vont de 3 à 39% des membres de la communauté qui auraient fait du chemsex. C'est toujours dépendant. On n'a pas des très bonnes données encore, mais c'est sûr que ce n'est pas la majorité de la communauté qui pratique le chemsex, mais assez pour inquiéter certains chercheurs comme moi ou des gens de la santé publique. Et c'est pas parce que nécessairement prendre des drogues, c'est inquiétant, mais on sait que le chemsex peut amener certains défis. Ça peut amener des problèmes de dépendance, ça peut amener des problèmes de santé mentale. On sait qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont aussi... c'est un facteur de risque de transmission du VIH. Donc, on sait que ça peut amener des défis importants aux personnes qui les pratiquent. Je ne sais pas si mon expérience est concluante ou c'est juste peut-être une anecdote, mais je sais que sur les applications, étant moi-même célibataire, quand je trouve des gens, on me demande souvent PNP, point d'interrogation. Hein? Ça, c'est Party and Play. Party and Play. Donc, c'est un peu plus l'appellation nord-américaine, souvent, là, qui est utilisée. Mais il me semble qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est sûr que là, moi, j'étais pour dire peut-être 9 personnes sur 10 sur les applications, mais là, peut-être que c'est anecdotique et ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Pourquoi on utilise ces drogues-là lors de relations sexuelles? Ben, c'est sûr que c'est parce que les gens veulent s'évader, veulent avoir des façons de connecter qui sont différentes. On peut perdre un peu l'inhibition, donc on se sent un peu surhumain. Puis avec ces substances-là, ben, on peut aller plus longtemps, plus rough. Puis donc les gens, donc c'est un peu là, ce qui attire certaines personnes là, vers cette pratique-là. Et est-ce qu'on pourrait dire peut-être que pour certains, c'est aussi lié à la condition d'être une personne, surtout chez les hommes, d'être une personne gay, parce que je pense que c'est un phénomène qui est beaucoup chez les hommes, bien que je suis certain que ça existe chez les femmes, là. Vaincre la honte d'être gay, la gêne, ça peut jouer là-dedans, ça? Ben c'est sûr que, on s'est fait dire toute notre vie, ou on a ressenti toute notre vie que on n'avait pas notre place, que notre identité, notre sexualité n'était pas respectée, de trouver une façon de s'évader puis de dire je m'en fous puis je suis capable de vivre ma sexualité d'une façon plus libre, ben c'est sûr que pour certaines personnes, ça a cet effet-là. À cette émission ici, on n'a pas de tabou. Je veux savoir, là, quelqu'un qui utilise, par exemple, le cristal meth, ce qu'il appelle Tina, la thé ou encore la kétamine, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ça rend l'expérience plus forte? Oui, ben c'est ça, ça rend. Il y a vraiment un sentiment d'intensification là, de l'expérience. Ça nous permet de rester éveillé aussi très longtemps. Oui, j'ai entendu dans l'émission de 3 ou 4 jours sans dormir. Ouais. 3 ou 4 jours sans dormir, mais aussi de pouvoir faire des efforts physiques, parce que on s'entend que le sexe, en général, il y a quand même un effort physique beaucoup plus longtemps, puis un sentiment vraiment d'invincibilité. D'invincibilité, oui. Wow. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je conçois que parfois, les gens aiment ça utiliser des drogues de façon récréative. Quand est-ce que ça devient un problème? Ben, ça devient un problème quand on n'est plus capable de s'en passer, quand
bon, c'est sûr que chaque personne peut définir quand ça devient un problème, mais c'est sûr que quand il y a un effritement, ce qu'on voit ça chez certaines personnes, c'est que ça peut amener un effritement social. Ils ne voient plus leurs amis, ils ne vont plus travailler ou ils sont plus capables de performer au travail. Ça peut avoir des impacts importants sur leur santé mentale. Et des fois aussi, c'est le fait de ne plus être capable d'avoir une sexualité sans le chemsex, sans avoir recours à ces substances-là. Et le problème, c'est qu'on commence, puis parfois, on ne s'en rend pas compte que ça prend de l'importance, c'est assez sournois. Puis j'avais écouté dans une des entrevues dans la balado où la personne disait, ben là, ça me prenait des Viagra aussi parce que la drogue m'empêchait d'avoir des érections. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est pas toute la consommation de substances qui est problématique, mais c'est sûr que ça peut amener des problèmes, puis ça peut prendre du temps avant que les gens développent des problèmes, là, justement, avec les substances. Ça ne veut pas dire que les gens vont développer des problèmes. Il y a des gens qui ont trouvé une façon de pratiquer le chemsex ou de consommer de façon vraiment juste 1 fois, 3 fois par année. C'est quand que ça devient régulier puis que ça a un impact négatif. Des impacts que la personne ne veut pas non plus avoir sur sa vie. Que là, on peut parler de consommation là, problématique. Est-ce que, j'avais lu quelque part, là, puis j'essaie de me rappeler de la source, qu'on estime à peu près qu'une personne sur 10 a des problèmes de dépendance. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent consommer sans que ça devienne un problème. C'est comme tu disais, c'est pas tous les jours. Ben c'est ça, c'est pas toutes les consommations, c'est la même chose. Il y en a d'entre nous qui sont capables de consommer de l'alcool de façon juste récréative. Il y a des gens qui développent des problèmes, donc c'est un peu même la chose avec le cannabis. Donc, c'est sûr que c'est un peu la même chose avec le chemsex. Ça ne veut pas dire que toute consommation, tout chemsex devrait être considéré comme nécessairement problématique, malgré que ça peut amener des défis. Puis c'est pour ça que il faut en parler, il faut aussi avoir une stratégie de réduction des méfaits, puis des services adaptés pour les personnes qui développeraient des problèmes. Alors, pourquoi cette balado qui s'appelle ChemStory? Mais ChemStory, l'idée du projet est venue du fait que, justement, il y a de plus en plus d'inquiétudes par rapport au chemsex dans les communautés, parce que plusieurs personnes, des intervenants remarquent, ou des professionnels de la santé ou des chercheurs remarquent que ça amène des défis importants. Et ce qu'on remarquait à l'époque, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, quand on a imaginé le projet, ça fait déjà 4 ans qu'on a imaginé le projet, on ne voyait pas beaucoup de personnes qui avaient vécu le chemsex ou qui pratiquaient le chemsex, qui prenaient la parole dans les débats communautaires sur qu'est-ce qu'on devait faire sur on les comprend, il y a une certaine honte, il y a un certain tabou qui est associé à ça. Donc, c'est ça demeure très stigmatisé, ça demeure tabou. Et nous, ce qu'on voulait faire avec le projet, c'est on se rendait compte, si on veut trouver des solutions vraiment adaptées, puis des stratégies de réduction des méfaits vraiment adaptées, on doit inclure la perspective des personnes impliquées et on doit les écouter. Donc, l'idée du projet est venue un peu de ça, de mettre de l'avant les voix des personnes concernées pour aider à trouver des solutions qui sont vraiment ancrées dans leurs besoins et dans leurs perspectives, mais aussi parce qu'on aimerait, on remarque que souvent on est dans le jugement par rapport au chemsex. Souvent, les médias plus traditionnels ont vraiment parlent de cette problématique-là comme avec des titres très, très chocs, là, comme une histoire d'horreur, un fléau, pire que l'épidémie du VIH. Donc, on entend ces mots-là. Et ça fait pas. Ça peut être très stigmatisant, très sensationnaliste. Donc, nous, on voulait trouver une façon d'amener le sujet et de vraiment centrer la perspective des personnes qui consomment le chemsex, puis leur donner un peu le pouvoir d'être capable de raconter leur histoire comme ils le veulent. J'ai écouté un épisode où il y avait 2, je pense, personnes dans les premiers épisodes qui en discutaient, Eric et puis quelqu'un d'autre, là, excuse-moi, le nom m'échappe. Félix, merci. Et qui en parlaient d'une façon très... en fait, moi, j'avoue que j'avais la peine pour ces gens-là. Je dis, mon Dieu, c'est pas facile ce qu'ils ont vécu. Et de devoir d'en parler comme ça, moi, je me disais, mais c'est extraordinaire. Oui, ben je pense que on sait le pouvoir des histoires, que les histoires, que
qu'ils peuvent avoir pour aider à changer les mentalités, mais aussi ce qu'on remarque, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le projet, c'est qu'on recrute des personnes qui ont une expérience vécue de chemsex, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, que les gens consomment ensemble ou consomment plus, puis on leur donne une formation en balado-diffusion. Et l'idée, c'est qu'ils vont, après la formation, créer leur propre balado et choisir vraiment comment ils veulent raconter l'histoire et tout ça. Et donc, nous, c'est dans le but d'amener cette conversation-là, aussi d'en connaître plus sur la problématique, mais aussi ce que les participants nous disent, c'est que ça leur permet de vraiment faire le point sur leur situation. Puis aussi, c'est très... ça leur permet de pratiquer beaucoup d'introspection parce qu'ils ont à réfléchir un peu sur c'est quoi leur priorité par rapport à ce sujet-là et qu'est-ce qu'ils veulent que les autres sachent et qu'est-ce qu'ils veulent que les autres fassent après avoir écouté leur balado. En tout cas, c'est intéressant, c'est vraiment le fun à écouter. On trouve ça où? On est vraiment sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Comme l'heure où l'arc-en-ciel céleste, toutes les bonnes plateformes. Donc, Spotify, iTunes, Google et beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, aussi, les gens peuvent visiter notre site web, chemstory.ca, ou avoir les liens là, pour toutes les balados et les plateformes. Ben, c'est un plaisir de te rencontrer, Olivier Ferlat, donc chercheur principal du projet ChemStory. Merci. En bref, le gala de la Fondation Émergence aura lieu cette semaine. C'est l'occasion de remettre les prix de la Fondation. Ainsi, le prix Laurent McEachern sera remis à une personne ou à un groupe qui a contribué de façon exceptionnelle à l'avancée des droits queer ou à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il sera, cette année, accordé à Élise Gravel, autrice et illustratrice de livres jeunesse qui aborde la diversité sous toutes ses formes et qui est maintenant censurée dans quelques États américains. Le prix Jeannette Bertrand, visant à féliciter une personne ou un organisme allié ayant contribué de façon exceptionnelle à la cause, sera accordé au complexe chirurgical GRS de Montréal. Mario Girard, chroniqueur à la presse, ainsi que le documentaire Le Dernier Placard, idée originale de Danny Turcotte, recevront chacun le prix Coup de cœur, qui souligne un acte remarquable dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le prix hommage académique sera remis, lui, à Viviane Namasté, professeure titulaire de l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia, pour sa contribution à la lutte contre l'homophobie et la transphobie par l'enseignement et la recherche. Enfin, les prix engagement seront remis à 3 personnes gouverneurs de la Fondation Émergence, bénévoles et témoignantes pour le programme Pour que vieillir soit gai. Il s'agit de Jean Lalonde, Carole Normandin et Chloé Villot. Source communiquée de la Fondation. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. C'est l'heure maintenant de notre chronique Elle comme dans lire, hein, dans le LGBT, c'est pour lire. Non, c'est pour lesbienne, mais c'est pas grave, on dit aussi pour lire. Il n'est pas lesbienne, c'est bien il et lui, Brian Saint-Louis à Québec. Comment ça va? Ça va très bien, Denis Martin, et toi? Oui, ça va bien. Alors, juste pour dire aux gens qui nous écoutent, ça se peut qu'on doive changer de canal de communication parce que Brian nous dit qu'il a peut-être un peu de problème à nous entendre. Mais on va commencer en espérant que ça fonctionne. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que nous avons lu tous les deux qui s'appelle La Renaissance de l'interlope de François Bellemare. Oui, publié aux éditions Sémaphore. C'est un roman là, qui va nous faire voyager entre le passé et la dystopie, c'est-à-dire le roman qui va nous amener dans le futur. Le point central, c'est une famille, les Foulano, et c'est aussi un immeuble montréalais qui est au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, qui est la propriété de cette famille-là. L'immeuble s'appelle l'Intermède, l'Opéra théâtral, et il y a des traits d'union un peu inexplicables dans le mot, et c'est pour ça que tout le monde fait qu'on l'appelle finalement, cet immeuble-là, l'Interlope. L'Interlope, c'est un édifice dont la raison sociale va évoluer là, au fil des années. Et à chaque fois qu'il va connaître un grand succès de popularité, il va y avoir une petite baisse jusqu'à ce qu'on le réinvente, qu'on lui retrouve une nouvelle raison de vivre et que là, ça reparte de plus belle finalement. On aurait presque pu appeler ce roman-là finalement « Les Renaissances de l'Interlope » parce qu'on suit quelques creux de vagues et remontées au cours de cette histoire-là. Là, au moment où ça commence, on est en Montréal, on est en 2030, et c'est Fatou maintenant qui est la nouvelle représentante de la dernière génération des Foulano, qui est encore en train de se questionner sur l'avenir de l'immeuble. À nouveau, ça va pas bien, il y a des dettes, et elle se demande si elle va jeter la serviette jusqu'à temps qu'elle dise « Oh, j'ai trouvé mon idée ».
Là, on va semer aussi au début du roman une graine. À ce moment-là, le Québec va être gouverné par un nouveau gouvernement. Ça s'appelle la Coalition du progrès. Et il a décidé de gérer les rapports entre les personnes de façon un petit peu plus serrée. Il va y avoir maintenant une charte de la prohibition de la séduction en milieu de travail. Imaginez là un peu ce monde-là. Ouais. Donc, on ne tolère plus les commentaires déplacés au travail, les commentaires, les comportements qui sèment le doute. Et c'est ça qui va donner à Fatou la nouvelle idée pour sauver son immeuble. Et là, ben là, on va remonter dans le passé. Par exemple, on va vivre l'histoire du roman, euh, l'histoire de cet immeuble-là. Donc, l'immeuble a toujours vécu avec une population marginalisée en lui offrant un lieu de liberté, un endroit où des gens marginaux, des groupes qui avaient un petit peu plus de difficulté à se rassembler entre eux pouvaient aller là. Et c'est ça qui faisait que l'immeuble avait du succès. Donc, ça commence la première génération avec des couples de francophones et d'anglophones qu'on réunit ensemble parce que c'était mal vu à l'époque. L'interlope permettait ça jusqu'à temps que ça soit un peu plus toléré, qu'à ce moment-là, creux de vague pour l'immeuble, on décide de lui donner de nouvelles vocations et ça va toujours comme ça en vague. Pour les auditeurs de l'émission, évidemment, à un moment donné, ça va être les gays et les lesbiennes qui vont être au centre de cet édifice-là, au moment où c'est Maurice qui est le propriétaire. Donc, on va leur permettre à ce moment-là aux gays ou lesbiennes de se rassembler dans cet immeuble-là. Ça occupe quand même une bonne partie du livre, cette section-là. Et là, on sent vraiment là, à ce moment-là, là, on parle des histoires de la ville, des mœurs du moment, les établissements qui existaient, le comportement des policiers qui n'était pas toujours exemplaire à cette époque-là. Mais là, vous comprenez un peu, à toutes les fois qu'il y a une minorité qui cherche un endroit pour se retrouver, l'interlope l'offre, mais là, les mœurs changent, on les accepte, ils n'ont plus tant besoin de l'interlope, ils peuvent aller ailleurs. Donc, même si l'interlope, c'est un lieu où on peut se rassembler, on accepte les minorités, mais dans le fond, on aime ça qu'ils soient des minorités parce que c'est comme ça qu'on fait notre argent. Ouais. Donc, on ne veut pas que les mentalités changent trop vite, finalement. C'est aussi une entreprise. Et je dirais que le roman, il est un petit peu de la même façon que cet immeuble-là. Moi, idéologiquement, ce roman-là, je viens que je ne sais pas exactement où le placer, où elle est sa ligne idéologique finalement. Parce que de la même façon que l'interlope qui est ouvert, qui semble donc assez ouvert à tout, mais là, lui, en même temps, il veut pas tant que les mœurs changent. Là, ici, dans ce roman-là, il y a plein de petites choses, moi, qui m'ont un petit peu accroché, que j'ai pas tout à fait toujours compris. Donc, c'est ça, même si on s'intéresse à des groupes marginalisés, il y a des groupes, il y a des notes de bas de page, par exemple, qui vont être excessivement ironiques, là, où on va montrer des moments de l'histoire des gays, des femmes, des Amérindiens, qui vont nous montrer à quel point ils ont vécu des aberrations complètement historiques. En même temps, dans le livre, il y a des personnages racisés beaucoup. Ça, c'est très bien. Je veux dire, on est à Montréal, on les dépeint. Par contre, on les dépeint de façon qui sont parfois caricaturales. Il y a le choix des mots aussi parfois qui va Moi, agacer. j'ai accroché sur le mot mulâtre. Dans les premières pages du livre, j'ai vraiment accroché là. J'aime beaucoup François, je l'ai déjà rencontré. Mais disons qu'il y a des choses qui m'ont déplu dans ce roman-là. Donc, on est là-dessus, Ben, c'est la même longueur d'onde là-dessus, je crois. Ben, c'est ça, il dit mulâtre, il se dit aussi mulâtresse un peu plus loin en fin de roman. Ça Oui. aussi, ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc, la finale aussi du roman, la dernière population que va choisir Fatou pour relancer son immeuble, on parlait au début qu'elle était dans un creux de vague et qu'elle a une idée. La dernière catégorie de gens qu'elle va trouver ostracisés pour relancer, ça aussi, parfois, on est un petit peu, ça nous ferait froncer les sourcils. Les Côté hétéros. plus, Ouais, c'est les ouais, hétéros c'est ça. qui sont ostracisés. Oui, j'ai Ouais, accroché là aussi. on est comme dans une chronique de Richard Martineau, là, de mon Dieu, cet hétérosexuel qui n'existe plus. Wow! Ouais. Donc, c'est ça. Côté plume aussi, c'est un petit peu une écriture qui est parfois lourde. Il y a des personnages et des événements qui sont un peu plaqués. On comprend la trame de base, on comprend parfois pourquoi ces choix-là sont faits, mais c'est pas une histoire avec des aventures qui transportent le lecteur et qui le fait vraiment participer dans l'histoire. Donc, quelques petits bémols quand même dans le roman. Mais moi, je trouvais quand même qu'il y avait un beau point de départ. L'idée de départ est très bonne et de revivre l'histoire quand même de Montréal comme ça. Il y a de toute ça. une recherche qui a été faite là-dedans, c'est clair. Et comme je te dis, j'ai rencontré François au Salon du livre de Fierté littéraire cette année. Personne fort sympathique. J'ai lu le roman.
Moi aussi, j'ai peut-être un peu accroché sur certaines phrases un peu lourdes, mais je comprends l'idée. C'est juste que j'ai de la misère à embarquer là-dedans comme d'autres. Alors, je rappelle Mais que... Oui. c'est peut-être un petit travail de finition là, qui aurait peut-être aidé justement là, certains mots qui auraient mieux Oui. coulé. Mais en tout cas, un exercice intéressant quand même. Là, je rappelle, aux éditions, c'est ma femme. Oui, donc De la à l'honneur Renaissance. de l'interlope. Voilà. Oui. Le prochain titre, Grammaire pour un français inclusif, vraiment intéressant, surtout qu'on est dans ça présentement. Alors, parle-moi de ça. Ben oui, vraiment un livre de tout à fait dans l'air du temps. C'est vraiment, ce n'est pas un roman, c'est vraiment une grammaire Oui, tout à dont fait. vous parlez aujourd'hui. Déjà la deuxième édition de ce livre-là, qui est fait par Alexandra Dupuis, Michael Lessard et Suzanne Zacour, c'est publié cette fois-ci aux éditions Somme Toute. La première édition n'était pas là. C'est une nouvelle édition revue, augmentée. Et on comprend pourquoi assez rapidement on avait besoin de cette nouvelle édition-là. Vous, comment ça se porte, votre écriture inclusive à la maison? Vous, Denis Martin, comment ça va? Ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. J'avoue que, tu sais, on est tous le produit du patriarcat et on nous a enseigné à écrire d'une certaine façon. Et, euh, et je t'avoue que là, je suis rendu à un point où je me pose la question toujours, est-ce que je dois toujours mettre le point médian avec le E et puis le S, point médian, parce que tu sais que ça pose des problèmes aux gens en situation d'handicap. Là, les lectrices ont de la misère, les machines lectrices ont de la misère avec ça. Ben, Alors, c'est ça, là, on est vraiment dans justement une étude un peu de où on en est dans l'écriture inclusive. Moi, je suis un peu à l'écriture épicène, j'utilise les doublons, je mets féminin et masculin. ouais, moi aussi. Mais Ouais. ça, on voit que ça a des limites un peu parce que justement, et on en parle dans le livre, il y a une troisième catégorie maintenant, les gens non-binaires, qui sont ni masculins ni féminins. On les met où? Comment qu'on les inclut? Donc, on le sent déjà dans le livre que ce ne sera pas la dernière version de cette grammaire. Eux-mêmes le disent. Une langue, c'est vivant, ça continue d'évoluer. Donc, ils se penchent un peu sur les différentes façons d'écrire en ce moment. Oui, sur les trémas, pas les trémas, les barres obliques, les tirets, les points. On voit un peu toutes les différentes façons de faire de l'écriture inclusive maintenant. Donc, c'est fort intéressant. Là, il y a vraiment cette partie très, très grammaire. Et il y a aussi une partie d'exercice à la fin, si vous voulez vous amuser à devenir meilleur en écriture inclusive, maîtriser un peu plus ça, parce que oui, le français qu'on a appris à l'école s'écrivait d'une certaine façon. Là, on le voit, on le fait moins, on ne l'a pas appris. Donc, c'est une belle occasion vraiment d'apprendre. Il faut être ouvert un peu à ça. Mais moi, la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, bien sûr, c'est la première partie du livre où on explique un peu pourquoi on fait cette écriture inclusive-là, pourquoi c'est important de changer la façon dont on parle, dont on écrit, pour mieux inclure les groupes. Et puis là, genre, on sait qu'il y a déjà des gens probablement à la maison qui nous entendent parler en ce moment puis qui disent, mais mon Dieu, pourquoi on change ces règles-là? C'est comme ça, c'est correct de même. Le français, c'est une langue qui est vivante et on le voit dans le livre parce qu'on nous reparle de l'histoire du français, de mots féminins qui existaient auparavant, qu'on a enlevé de notre vocabulaire, de l'Académie française majoritairement masculine qui a comme révisé les mots, puis qui a enlevé le côté féminin. Donc, on le voit que même la façon dont on a appris le français maintenant, ça a été construit d'une certaine façon par un groupe dominant qui était les hommes. Et là, on comprend aussi ben, que autrefois, le français n'a pas toujours été comme ça. On donne beaucoup comme exemple le mot autrice, par exemple, qu'on utilisait très peu il y a quelques années, qui est revenu en force, qui existait déjà. On nous parle d'anciennes règles de grammaire comme l'accord de proximité. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'avant, on n'accordait pas nécessairement le nôtre toujours au masculin, on l'accordait avec le mot le plus près, qui était parfois féminin. Donc ça pouvait être intéressant. Et puis aussi, on parle de tout le côté le sociologique de l'écriture, ce côté que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Pourquoi que les femmes qui ne voient jamais d'avocate, de médecine ou de profession en féminin, que ça a un vrai impact chez les jeunes, c'est montrer que les femmes ne sont pas capables de se projeter dans ces emplois-là parce que c'est toujours au masculin. Donc, il y a vraiment un côté très, très intéressant sur cette réflexion-là. La langue française change. Euh, et ça apporte à la réflexion vraiment ce qu'on lit dans ce livre-là. Même si vous avez des réserves, on comprend un peu plus le combat. Et puis, c'est fort intéressant. Donc, ne restez pas braqués sur vos positions. C'est très intéressant comme livre. On attendra bien sûr la troisième édition. Ouais. Ça évolue. On Donc, va voir qu'est-ce que ça
pas donné, là, mais fort intéressant quand même pour tout avoir l'autre côté de l'histoire de la langue française. Là. Alors, Grammaire pour un français inclusif, nouvelle édition, revue et augmentée chez Somme Toute. Brian Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines, voilà. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Mine de rien, comme ça, la saison se termine bientôt. Pour nous, on termine dans 2 semaines. Hein? Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 5 juin 2023. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. On remercie Julie Curley pour la musique thème, Gerly Ormelette qui est la chef de contenu numérique à Canal M. Merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté qui est le chef de diffusion ici et Marjorie Théodore, notre présidente et directrice générale de Vie et Voix et de Canal M. Nous, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.